Il existe à côté de l'aéroport de Genève toutes sortes de passionnés d'aviation qui scrutent le ciel et relèvent scrupuleusement les atterrissages et décollages, les immatriculations et toutes informations utiles. On les appelle des spotters, ce sont des sources très utiles des journalistes. Certains même sont de petits génies de l'informatique et capables d'analyser avec une grande précision le trafic aérien. L'un d'entre eux, rencontré par le journaliste François Pilet, qui signe ce reportage, est un chasseur de dictateurs. C'est grâce à son travail méticuleux que nous sommes en mesure de vous révéler ce soir le nom de quelques-uns des dictateurs du monde entier qui viennent impunément se royaumer à Genève, déposer leurs économies, faire leurs affaires, tandis que leurs peuples croupissent dans la misère. C'est le cas par exemple de Paul Biya, président à vie du Cameroun, dont l'épouse utilise le jet présidentiel pour venir se faire coiffer à grands frais à Genève. Ces potentats bénéficient d'une quasi-impunité totale. Ils étalent leur luxe, leurs voitures hors de prix, consomment dans les palaces, sans jamais être inquiétés par les autorités locales, ou si peu. Ce sujet est un document, il met le doigt sur une situation embarrassante pour la Suisse. À vous de juger. Genève, son jet d'eau, ses banques, ses organisations internationales. La cité de Calvin offre à ses visiteurs un cadre apprécié entre luxe, discrétion et neutralité. Elle s'enorgueillit d'accueillir les puissants. I'm very appreciative to Stefan de Mistura, the United Nations. Mais la ville attire aussi des visiteurs au pédigré moins reluisant. Monarques du Golfe, autocrates d'Asie centrale, potentats africains. Ils apprécient la discrétion légendaire de leurs hôtes. A mí me gusta Suiza, Ginebra, perdón, no Suiza, Ginebra. Son gente civilizada. Sí. Es lo que nos hace falta a la civilización para vivir en una sociedad moderna. Problème, l'argent que ces dictateurs dépensent sans compter est souvent détourné des caisses publiques de leur pays. Luxe, impunité et corruption, un mélange explosif qui alimente la colère. La Suisse n'est pas honte. Vous regardez le problème. Vous regardez le souhait. C'est de l'argent volé aux gens. Pour en savoir plus, nous avons suivi la trace de ces régimes autoritaires et de leurs dépenses somptuaires autour de la rade. On a ici un modèle d'affaires qui est le modèle de développement économique du canton de Genève, qui est extrêmement risqué et qui est problématique. Visiblement, ces questions dérangent. Vous arrêtez de filmer, monsieur, s'il vous plaît. Non, on est sur le terrain public. Mais non, mais vous arrêtez de filmer. Jusqu'ici, la présence de ces dictateurs à Genève était très secrète. Tout au plus, les passagers de l'aéroport pouvaient apercevoir çà et là les emblèmes exotiques de leurs avions se posant sur le tarmac. Mais quelque chose a changé. Internet a percé ce voile de secret. Comme souvent dans les révolutions technologiques, tout démarre de manière surprenante. Je suis anglais d'origine, du nord de l'Angleterre. J'ai fait mes études à l'Université de Londres, mathématiques et ensuite doctorat en informatique. Et puis ensuite, je suis venu travailler au CERN. Je suis resté des années avant de prendre ma retraite. Ayant habité juste ici à côté de l'aéroport, j'ai compris que il y avait de plus en plus d'avions, de plus en plus de bruit, etc. Mike Gerard préside l'ARAGE, l'association des riverains de l'aéroport de Genève. Son combat, lutter contre le vrombissement des réacteurs qui assourdit les habitants. Mais ce n'est pas tout. Je suis quelqu'un qui a développé sur le site de l'ARAG des outils pour traquer tous les avions parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'avions qui n'étaient jamais répertoriés sur l'information de l'aéroport. Ces vols mystérieux qui n'apparaissent jamais sur les registres officiels, Mike n'est pas le seul à s'y intéresser. Le retraité du CERN fait partie d'une grande famille, celle des spotters, ces passionnés qui passent leur temps au bout des pistes pour observer les avions. Je m'appelle Jeremy Denton, j'ai 23 ans. Mon hobby, c'est les avions, l'aviation. Je fais ça depuis 2006. Alors mon but principal, c'est d'avoir une collection. Donc de les prendre en photo, de les exposer sur des sites et également de les entreposer dans ma collection à moi afin de vraiment avoir l'intégralité
des flottes des aéronefs. La chose que pour nous, les spotters, est bien plus intéressant, c'est vraiment tous ces gouvernements, ces privés, qui viennent de temps à autre. Ici, à Genève, c'est très souvent, étant donné qu'on est quand même localisé dans une plateforme internationale. C'est un terrain de chasse exceptionnel, Genève. Donc on a de temps à autre l'occasion de voir des bizjets et présidents, gouvernements assez énormes. Mike et Jérémy vont nous faire découvrir les outils qu'ils utilisent pour surveiller l'aéroport. Une tour de contrôle officieuse d'amateurs passionnés. Bienvenue au centre névralgique de tout ce que je fais pour traquer les avions. Et puis ça, c'est l'avion qui vous intéresse. En fait, c'est un petit peu ce que les contrôleurs aériens utilisent, en fait. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on voit là? Là, par exemple, on a le code de vol AFR 89LB, donc le AFR qui correspond à Air France. Et on voit qu'il survole, hein, et là, il part direction nord à 32 000 feet, en direction de Paris. On voit tous les avions qui sont en vol dans un périmètre de 80 km oui. autour de Genève. Oui, le récepteur pour tous les messages de tous les transpondeurs dans un rayon d'une centaine de kilomètres. Il y a un programme qui reçoit tous les messages et qui essaie de identifier les atterrissages et les décollages. Ça tourne tout le temps. Le radar de Mike détecte les signaux émis par les balises anti-collision des avions. C'est légal puisque ces signaux sont émis sur une fréquence publique. Grâce à ces informations, les ordinateurs de Mike répertorient, analysent et comparent les mouvements de tous les avions de passage. Ce radar va nous guider dans une traque d'un nouveau genre. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut observer? Comment on peut faire? Dis-moi ce que tu veux faire et je le fais. Quels sont donc les dictateurs qui fréquentent le plus souvent Genève? Prenons l'Afrique. Sur les 55 pays du continent, 27 sont désignés comme des dictatures. Parmi les autocrates qui les dirigent, l'un sort du lot. Paul Biya, le président du Cameroun. À 86 ans, il règne sur son pays depuis 1982. Réélu 6 fois avec des scores soviétiques, il pourrait briguer un 7e mandat cette année. Paul Biya aime les rives du Léman. Il y vient chaque année depuis près de 40 ans. Son épouse Chantal l'accompagne pour son shopping et pour faire soigner son impressionnante coiffure. Vous n'avez pas trop froid? Non. Non, ça va? Ça va. Par rapport aux données de Mike, on voit très bien ici, sur l'année 2017, que le président camerounais, en question Paul Biya, il a utilisé son avion pour venir à Genève le 24 mars, le 12 avril, le 14 septembre, le 17 septembre, le 26 septembre et le 21 octobre 2017. On voit bien également que sur ces dates-là, il est arrivé un tel et tel jour et il est parti grosso modo en 10 jours et 10-15 jours après son arrivée. Donc on voit bien qu'il reste un moment. Pour la première fois, il devient possible de répertorier précisément ses allées et venues, et donc aussi d'en estimer le coût. Le président camerounais n'a pas un avion propre à lui, et il est obligé de passer par d'autres compagnies en question, de compagnies d'affaires, pour utiliser l'avion à titre personnel pour ses voyages privés. Vous avez une idée de combien ça coûte, la location d'un avion comme ça? Je n'ose pas y penser. Des milliers et des milliers de francs, j'imagine. Voici la réponse. Le coût d'un vol Yaoundé-Genève aller et retour en avion de location pour une 60aine de personnes se monte à 800 000 francs. À cela s'ajoute la location et les frais d'entretien de l'avion durant le séjour, soit environ 150 000 francs par jour. Frais hôteliers, comptez environ 40 000 francs par jour. En 35 ans au pouvoir, Paul Biya a passé plus de 4 ans et demi en séjour privé à l'étranger, l'immense majorité à Genève.
Selon nos estimations, ces voyages auraient coûté plus de 100 millions de francs. Le Cameroun sombre chaque jour un peu plus dans la pauvreté et l'instabilité politique. Mais le couple présidentiel, lui, n'a pas changé ses habitudes. Durant l'été 2017, il prend ses quartiers, comme chaque année, pendant plusieurs semaines dans son palace favori, l'Intercontinental. Nous nous y rendons pour rencontrer Bradley Roland, un journaliste camerounais établi en Suisse. Il se montre très critique envers le pouvoir de Paul Biya. Les gardes du président sont partout et le personnel de l'hôtel est aux aguets. Voici la neutralité suisse à l'œuvre. Dans son pays, Bradley serait probablement emprisonné. Dans le lobby de l'Intercontinental, il peut dénoncer l'attitude de son président à quelques mètres de ses gardes du corps. Moi, je n'ai pas peur parce que moi, je vis dans un pays libre. Je suis juste un peu triste parce que je vois un peu comment il vient en Suisse avec ses gardes du corps. Tout à l'heure, à l'entrée, j'ai vu ces gardes du corps, comment ils étaient en train de toiser. C'est juste impressionnant. Il s'est dit que même en Suisse, ils sont là, avec cette arrogance qui les caractérise. C'est vraiment quelque chose qui peut vous amener à comprendre comment ça passe, comment ils se comportent au Cameroun. Comment pouvez-vous expliquer à des personnes normalement constituées que en 2017 existe un État où le président vit dans un autre pays, dans un luxueux palace où il dépense des millions de francs suisses, des millions d'euros par jour, alors que la population vit avec moins d'1 euro par jour dans son pays. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le Cameroun, comme tout autre pays, a besoin d'un président à plein temps. Voyez-vous? Et c'est malheureusement pas le cas. Il ne suffit pas de mettre dans sa poche l'armée, de corrompre toutes les forces vives et de croire que le reste va marcher comme un pilotage automatique. C'est pas suffisant. Ces messieurs, comme je vous ai dit, n'a jamais fait autre chose qu'être fonctionnaire. Où est-ce qu'il peut prendre de l'argent pour vivre un peu comme il dira? C'est l'argent du contribuable camerounais. Tout est dit en un mot. C'est un pays qui est dirigé par un roi feignant. Plus qu'aucun autre palace genevois, l'Intercontinental se veut le lieu de rencontre des chefs d'État. Dans ses couloirs de marbre trônent les photographies de ses hôtes les plus célèbres. On a la Martin Luther King, on a Nelson Mandela. Et ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent great people of our time. Paul Biya n'est pas un great man. Il est un dictateur. Mandela luttait pour son peuple. Paul Biya, c'est quoi son fait d'âme? À part dilapider l'argent des Camerounais dans... Soudain, c'est la panique dans le lobby. À l'extérieur, des Camerounais viennent crier leur colère sous les fenêtres de leur président. Mêlés aux gardes du dictateur, les policiers sont nerveux. Ici, pas d'esclandre. Il ne faut pas déranger les résidents de l'hôtel. Parce qu'elle n'est pas autorisée, cette manifestation. Donc vous vous mettez en travers de la loi, en filmant ça et en mettant ça sur les réseaux. C'est tout. Le film, c'est mon droit, je suis journaliste sur la voie publique. Je vous demande gentiment, c'est la police, c'est un ordre de police. Je crois que c'est mon droit de filmer cet événement. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Allez, dégage. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Ah, quel bon métier. Aïe. Ah, la violence. C'est filmé. C'est filmé. Nous décidons de poursuivre pour comprendre la colère des manifestants et pour savoir ce qu'ils attendent de la Suisse. La ville de Genève va nous expliquer l'argent des impôts. Voilà. Qui paye ça pour gérer les places publiques. Ils doivent nous expliquer. On va reculer. On va reculer.
Laisse le service sécurité ici, d'accord? Oui. Voilà, mettez-vous en équipe. Mais eux qui partent, ils ne sont pas partis. Il est derrière nous. Non, qui va là-bas? Reste avec eux. Le Cameroun doit changer aujourd'hui. D'accord. Le Cameroun doit changer, monsieur. Et le stade du Cameroun, nous, on parle chez nous. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour. Tranquille, s'il vous plaît. Tranquille. On va se parler comme des gens normaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous arrêtez de filmer, monsieur, s'il vous plaît. pour la presse suisse. Non, on est sur le terrain public, on continue. Oui, non, mais vous arrêtez de filmer. Non, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que Paul Biya vit en Suisse? Est-ce que chez lui, c'est en Suisse? C'est une question. Vous parlez de monsieur Biya, c'est ça? Monsieur Biya, parce qu'il est là. Il devait être chez lui, en train de régler les problèmes chez lui. Parce que si on ne tuait pas les gens chez nous, Criez pas, monsieur, criez pas. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce que Qui rentre chez lui? D'accord, mais ça va être compliqué, monsieur. Moi, je ne peux rien exiger du président Biya, vous comprenez bien. Vous comprenez bien. Donc, ce que je vous demande, c'est que vous avez fait vos revendications, on a pris note, on transmettra au département fédéral. On était déjà là-bas. Voilà, d'accord. On prend note et simplement maintenant, entre gens raisonnables, on vous demande de quitter les lieux. Paul Biya vient aussi. Est-ce qu'il est requérant d'asile depuis 35 ans en Suisse? Ça, c'est la bonne question qu'on pose. S'il est requérant d'asile, qu'on lui montre son permis de séjour. Parce qu'il dirige le Cameroun depuis Genève. Il a 400 personnes avec lui. Payées par les contribuables. Payées par l'agent de pétrole de chez nous. La partie anglophone qui l'a plié. Qui est en ruine. Et là, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut que la Suisse se réveille. Il faut que des Suisses joignent à nous pour dénoncer ça. Les autorités ont pris note, mais au final, la Suisse ne posera aucune question à Paul Biya. La manifestation ne l'empêchera d'ailleurs pas de revenir à Genève, quelques mois plus tard, pour prolonger encore sa luxueuse villégiature. Paul Biya n'est pas le seul potentat à profiter de la manne pétrolière de son pays pour régler ses coûteux extras. Mais curieusement, si les autorités ne trouvent rien à redire à la présence du président du Cameroun, elles se sont montrées beaucoup plus sévères contre un autre dictateur africain. Voici Théodorin Obiang, fils du président et vice-président de la minuscule Guinée équatoriale. On pourrait chercher d'autres dictateurs sur ce logiciel, par exemple Théodorin Obiang. Je ne sais pas si ça peut marcher, mais... Voilà. Là, je suis cherché par le propriétaire. Comme son père avant lui, Théodorin Obiang voue une véritable passion à Genève et à ses palaces. Depuis 2008, ses jets privés y ont effectué plus de 200 séjours. C'est près de 2 visites par mois. Autant dire que Théodorin a fréquenté Genève plus souvent que n'importe quel autre chef d'État. C'est ici qu'il avait ses habitudes à Genève. Fan de jets privés et de voitures de luxe, il affiche volontiers son quotidien de despote jet-setter sur les réseaux sociaux. Il y montre son amour immodéré pour la plage, les voyages autour du monde, les boîtes de nuit et les gadgets hors de prix. Il montre aussi son amour pour la Suisse quand il atterrit à Genève et fait un petit tour par les pistes de Gstaad. Théodorin Obiang se croyait tout permis, il s'est trompé. La justice a fini par le rattraper. D'abord en France, où le vice-président flambeur a été condamné pour blanchiment, corruption et détournement de fonds publics. Son immense hôtel particulier avenue Foch a été séquestré. C'est spectaculaire sur le sentiment d'impunité absolue de ces gens. Eh bien tout ça, c'est autant de services publics hospitaliers, scolaires, de routes non construites.
Théodorine n'a pas assisté à son procès à Paris, préférant se la couler douce à Genève, où la justice a longtemps ignoré sa présence. Jusqu'en novembre 2016, lorsque le ministère public finit par réagir en séquestrant à son tour une vingtaine de voitures de luxe. L'inertie, je ne vois pas où elle est, puisque c'est au contraire en quelques minutes que nous avons saisi tous les actifs. Les fameuses voitures de luxe qui étaient sur le point de s'envoler depuis notre aéroport. Durant leur enquête, les procureurs ont découvert que Théodorine Obiang s'était récemment offert 2 immenses yachts, le Ebony Shine, 75 mètres avec hammam et cinéma, et le Ice, 90 mètres avec piscine et héliport. Prix d'achat des 2 super yachts ? Environ 250 millions de dollars. Cette somme représente 10 fois le budget annuel de l'éducation en Guinée équatoriale et 17 fois celui de la santé publique. Aujourd'hui, l'enquête embarrasse les intermédiaires suisses du kleptocrate. Ces jets privés et ces yachts étaient gérés par des avocats genevois. L'un d'eux est soupçonné d'avoir blanchi les fonds du dictateur. Il a refusé nos demandes d'interview. Tout comme cet autre Suisse que nous avons sollicité. Surnommé le majordome dans l'entourage du maître, ce roman est l'assistant personnel de Théodorine Obiang. Fan de cyclisme, il porte haut les couleurs de la Suisse sur les routes de Malabo, la capitale de la miséreuse Guinée équatoriale. Poursuivi par la justice, ses jouets confisqués, Théodorine Obiang tente de garder la face. C'est un montage. C'est un montage contre le gouvernement légalement constitué en Guinée équatoriale et aussi contre l'Afrique. Que l'on sache, l'achat des biens en Europe n'est pas interdit par une quelconque disposition nationale ou internationale. C'est la preuve de l'ambition et l'avidité des puissants européens dont l'ambition d'accéder aux biens matériels ne peut même plus être freinée par le pouvoir moral. Les données de Mike sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. Dans le sillage des dictateurs africains apparaissent d'autres dynasties pétrolières. Le Kazakhstan est dirigé depuis 27 ans par le très autoritaire Nursultan Nazarbayev. Les jets privés opérés par son gouvernement se sont posés plus de 12 fois à Genève l'an dernier. Comment s'explique cette passion ? Voici une des réponses. L'immobilier. Plus discrets que les potentats Biya et Obiang, les proches du régime kazakh abritent leur fortune derrière les hautes haies des banlieues les plus chics de Genève, comme ici à Asnières. En 2009, la fille du président Nazarbayev, Dinara Koulibayeva, est venue s'y installer. Pour 74 millions de francs, elle avait fait l'acquisition de ce qui était alors la demeure la plus coûteuse du canton. Depuis, d'autres proches du pouvoir kazakh l'ont suivi. Leur goût pour l'immobilier d'exception est en passe de transformer le quartier de colonie en une sorte de Beverly Hills kazakh. Cette luxueuse demeure qui sort tout juste de terre appartient à un jeune couple très connecté avec le pouvoir d'Astana. Dias Suleimenov a fait fortune notamment dans le pétrole et les chemins de fer, un commerce de biens publics qui semble rejaillir dans des propriétés très privées. À son arrivée en Suisse, Madame Suleimenova avait fait une offre pour acquérir une des plus grandes parcelles de colonie. Le montant posé sur la table, 90 millions de francs. La vente ne s'est malheureusement pas conclue. Le couple s'est alors résigné à acheter le jardin et à y faire bâtir une maison toute neuve. Coût de l'opération, plus de 40 millions de francs, sans la décoration. Et on n'en reste pas là. Direction Gstad, où les époux ont fait une autre acquisition. Posé au fond d'un vallon à l'écart de la station, d'apparence modeste, ce chalet bardé de sécurité a coûté la bagatelle de 14 millions de francs. Contactés, les époux Suleimenov n'ont pas souhaité donner d'interview.
À Lausanne, l'ONG Publicae a conduit de nombreuses enquêtes sur les liens entre pétrole et corruption. Olivier Longchamp et Marc Guénia découvrent l'impressionnante demeure des époux Souleimenov. La maison se trouve à quelques dizaines de mètres de Genève-Plage, mais elle reste parfaitement invisible. Il y a plusieurs voyants rouges en termes de corruption qui sont allumés lorsqu'on a des transactions de ce style. D'abord parce qu'on a avec des personnes qui sont des personnes exposées politiquement ou proches de personnes exposées politiquement. Ensuite parce qu'on est avec des transactions qui impliquent des volumes d'argent extrêmement importants en provenance de pays dans lesquels les risques de corruption sont notoires, patents, connus, documentés par de très nombreuses affaires en Suisse même depuis bientôt 2 décennies. Et du coup, on se pose toute une série de questions quand on voit ce genre de choses. Est-ce que, au fond, les intermédiaires financiers qui reçoivent ces fonds, ceux qui sont impliqués dans l'achat de ce type de propriété, les différents facilitateurs qui permettent à ce type d'opération de se faire, est-ce qu'ils appliquent correctement leurs devoirs en matière anti-blanchiment? Est-ce qu'ils essayent de documenter l'origine de ces fonds? Ou est-ce qu'au contraire, on a affaire à des gens qui préfèrent plutôt, en règle générale, ne pas trop se poser de questions, qui préfèrent ne pas savoir? D'où vient l'argent? Sur ce point, on préfère fermer les yeux. Ce qui intéresse bien plus, c'est de le recevoir. Et là, les autorités savent se montrer très accueillantes. On voit qu'on a un dispositif légal qui est destiné à attirer ce genre de personnes en Suisse, à leur offrir toute une série de facilités qu'on n'offre en règle générale pas à des étrangers, mais à partir du moment où on est suffisamment riche, au nom d'un intérêt public prépondérant, les pouvoirs politiques peuvent décider d'offrir toute une série de passe-droits. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est assez problématique. On a ici un modèle d'affaires, qui est le modèle de développement économique du canton de Genève, qui est extrêmement risqué et qui est problématique. Pourquoi la justice genevoise a-t-elle fini par collaborer dans le cas Obiang et pourquoi ne se penche-t-elle pas sur Paul Biya ou les dépenses kazakhs? Le ministère public genevois que nous avons sollicité a refusé de s'exprimer. Mike et les spotters de Cointrin, eux, continuent leur traque. Et avec leurs outils, ils nous rappellent que nous vivons dans un monde où la technologie éclaire sans cesse de nouvelles zones d'ombre. Cette information est librement disponible sur la toile. Il est possible de découvrir beaucoup de choses que parfois certains auraient bien aimé cacher. Le président camerounais a donc passé 4 ans et demi à l'étranger en voyage privé sur ses 35 ans de règne, dont une grosse partie en Suisse, sur le dos d'un peuple de 23 millions de citoyens, dont un quart vit avec moins de 2 $ par jour. Pour ceux qui douteraient encore de l'intérêt qu'il y a à s'interroger sur la responsabilité de Genève et de la Suisse dans une telle situation, rappelons que de nombreux Camerounais démunis font partie des cohortes de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée et gagner l'Europe pour survivre. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.